On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 1h30 en compagnie de Valérie Mérès. Bravo. Maureen Dor. Oh là là. Jean-Bernard Hébert. Gérard Miller. Et Pierre Bénichou. Ils sont chacun derrière un pupitre. Ils sont les candidats dont la France a peut-être besoin. 2 femmes et 3 hommes. Alors, quel est votre programme, monsieur Miller? Alors, je pense que dans certaines entreprises, les 35 heures ont parfois nuit à l'économie de la dite entreprise. Alors, vous êtes royaliste, alors? Exactement. Parce que c'est Ségolène. Mais d'un autre côté, je suis pour l'augmentation immédiate de 100 € du SMIC. Alors là, vous êtes du côté de Fabius. Mais je considère qu'il faut augmenter l'ensemble des salaires qui sont trop bas aujourd'hui en France. Mon cher Strauss-Kahn, je vais vous dire une chose. Voilà, on a résumé. Écoutez, la vraie vedette d'hier soir, moi je trouve c'est ce journaliste que je ne connaissais pas. Formidable. Petit chauve à lunettes, là. Alors Oui, là, petit chauve à lunettes, en effet. Bernard Werber. un peu Bernard Werber. Effectivement, on avait l'impression que c'était l'auteur des Fourmis qui était là et assez piquant, je dois dire, hein, dans sa façon. À un moment donné, il était un petit peu au début emmerdant avec Ségolène Royal. Dès qu'elle parlait, hop, il essayait de la... c'est pas le problème, elle lui Oh répondait. là là, elle est dure, cette femme. Elle est dure. Vous avez vu? Je comprends qu'elle plaise. Je comprends qu'elle plaise parce qu'il faut mettre les patins avec elle à l'Élysée. Hein. Oh là là. Gérard. Bah, écoutez, je n'ai pas fait mon point de vue sur la base de ce débat. Je trouve pas qu'il soit très convaincant. Je pense qu'il a plutôt ennuyé que passionné. Ils se sont énormément rapprochés les trois. Il y avait très peu de différence. Et le seul point de divergence, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire cette question des 35 heures et du SMIC ou des bas salaires. Valérie. Le problème, c'est que, en effet, comme ils se sont pas engueulés, ça a intéressé personne. Parce que finalement, la politique, ce qui intéresse, c'est quand ils s'envoient des pics. Un peu comme ici, d'ailleurs. Mais oui, exactement. Si on s'envoie Là, on va pas des tarder pics, à se faire on chier, vous voulez que je vous s'emmerde, dise? quoi. Voilà, exactement. Jean-Bernard Hébert. Moi, je n'ai pas regardé le débat, mais j'ai simplement entendu ce matin quelques extraits. D'abord, je suis pas d'accord avec vous. Je trouve que le simple fait qu'elle ait ouvert la porte sur les 35 heures est d'un courage fou, parce que au sein du Parti Socialiste, c'est Mais alors, tu te intouchable. trompes totalement, parce que si tu écoutais un peu la politique, tu saurais, comme l'a très bien dit ce matin Henri Weber sur Europe 1, tu saurais qu'elle a dit pique-pente des 35 heures pendant... Oui, mais là, elle l'a dit officiellement. Et qu'aujourd'hui, pas du tout. Elle dit, c'est vrai que les 35 heures constituent une avancée sociale énorme, mais que dans une minorité des cas, ça a pu être au contraire. Elle n'a pas, hier soir, attaqué sur les 35 heures. Elle a au contraire remis beaucoup d'eau dans son vin à propos des 35 Non, heures. mais ça, c'est la version qu'Henri Weber a eue ce matin sur Europe 1 parce qu'il est fabiusien, mais il a un peu Absolument. transformé Le les propos. simple- Pas du le- tout. Ah bah si, évidemment, je l'ai vu, moi, hier soir. Mais moi, j'étais où au cinéma, peut-être? Ça veut Non, dire le chacun- simple fait je qu'elle en suis ait là. parlé, Vous pouvez le pas prendre le simple... commentaire d'Henri Weber fabiusien ce matin comme Non, argent mais là, comptant mais de ce qui s'est je passé le hier prends comme soir. je le prends comme argent C'est comptant énorme. parce que je le partage et je ne suis pas fabiusien. Et ça vous a pas frappé quand même que ils ont beaucoup parlé de on va remonter le SMIC, etc., etc. Mais c'est toujours le même problème, moi je trouve, c'est d'où va venir l'argent. Et ça, on n'en parle jamais. Est-ce que je peux me permettre, sans être trop pro-socialiste, de dire qu'il y a un programme où ils essayent de chiffrer justement, on va pas l'expliquer ici, où ils essayent de chiffrer justement d'où va venir l'argent. C'est pas simplement de dire on le dépense, il faut évidemment regarder Eh ben, de c'est près ce que super. disent les Valérie. socialistes. Ouais, quand même, mais moi, je sais pas, je vais faire une analyse, je vais me faire traiter de réactionnaire ou je sais pas quoi, mais la France, c'est quand même un pays où on a envie d'un truc, c'est de travailler le moins possible et de gagner le plus d'argent quand même. Tu connais beaucoup de pays où on a envoyé travailler le plus possible et de gagner de moins en moins d'argent. Non, Mais on peut tout le monde gagner, veut mais on de peut l'argent. gagner beaucoup d'argent en travaillant un peu plus. 35 heures, c'est quand même très peu, quoi. Non. Nos c'est enfants pas- dans les ça veut écoles rien en font dire. 45. Nos enfants dans les écoles font 45 heures. Donc, Et moi, si j'étais ton patron, je te ferais travailler 3 heures. tu vois. Oui, c'est déjà beaucoup. Oui, parce Même que je 1 heure ferai et demie, moins de c'est dégâts. limite. Non. Est-ce que si je vais vous dire quelque chose qui va beaucoup vous énerver, comme ça vous allez pouvoir me tomber dessus à bras raccourcis. Ce que propose Laurent Fabius, 100 € de plus par mois, Pour le Pour les RMI, smicards. en SMIC. c'est le prix d'une de ses cravates. Je voulais simplement vous dire ça. Maintenant, allez-y, tapez-moi et tu dessus. veux qu'on te tape dessus? Oui, oui. Je te la mettrai peut-être C'est honteux autour de du- dire ça. Non, mais c'est bête. honteux de C'est dire pas ça. du tout honteux, c'est complètement idiot, ça ne, Voilà, ne, je- ne oui. fait que nous affliger. Mais ça, Moi-même, C'est pas se l'argument. foutre de la C'est gueule du monde affligeant, de dire mais c'est ça, de dire affligeant. aux gens qu'on va faire ça, c'est se moquer du monde. C'est pas se moquer du monde. Jean-Bernard là, là, excuse-moi, je ne comprends pas de dire que c'est se moquer du monde et comparer ça au prix de sa cravate. Jean-Bernard, Oui, c'est c'est vrai. beaucoup d'argent pour les gens, 100 Mais j'ai euros. pas dit que c'était pas beaucoup d'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on augmente le SMIC, on est obligé d'augmenter tous les salaires. Obligatoirement. Donc le problème n'est pas d'augmenter le SMIC. Le problème est qu'il y ait une vraie différence entre le SMIC et le RMI.
de faire que les gens aient suffisamment d'argent pour pouvoir vivre. Aujourd'hui, ils n'ont pas suffisamment d'argent quand ils travaillent par rapport à ceux qui ne travaillent pas. Et au point de vue caleçon, tu as des informations sur le prix du truc? Non mais vraiment, je te jure. On voudrait faire une parodie de Poujado. Oui, mais je sais, Pierre, je connais ton discours là-dessus. C'est le prix de ces cravates. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Vous avez entendu aujourd'hui, c'est sorti ce matin sur Europe numéro 1, 60% des Français gagnent le SMIC. C'est là le vrai scandale. Soyez gentil. Ça, c'est un scandale. Ne montrez pas votre grand âge et dites donc le SMIC. Salaire minimum interprofessionnel de croissance et pas de croissance. Hein. Le SMIC. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours Bénichou, Valérie Mérès, Morinder, Muller, Jean-Bernard Hébé. Quand j'ai quelques mails, j'ai pas eu le temps de vous les donner. Vous êtes partis tout de suite sur l'émission d'hier soir avec les trois candidats socialistes. J'ai là Marion qui me dit: ne vous vexez pas, mais ce message ne s'adresse qu'à Pierre Bénichou. Monsieur Bénichou, vous êtes le grand-père que j'aurais rêvé d'avoir. J'ai 22 ans. Elle a 22 ans. Ouais, enlève ta jupe, puis on a marre avec le grand-père que tu voudrais avoir. Qu'ai-je d'un grand-père? À part la fortune et l'expérience. Et les petits-enfants. Hein? Vous êtes râleur, vous êtes quasiment toujours de mauvaise foi, mais tellement drôle. Continuez, Papy Peyo, je vous embrasse très fort. Papy Peyo, on m'aura appelé Papy Peyo. T'auras tout eu. Moi, dans les copains, voulais pas jouer au foot parce que j'étais le plus jeune. Je voudrais réagir aux propos tenus par Morinder concernant Ariel Dombal, qu'elle dise qu'elle n'aime pas Ariel Dombal. D'accord, mais qu'elle ne dise pas qu'elle chante mal. Ariel Dombal a eu une formation classique. C'est une soprano dramatique, vraiment dramatique. Et elle a chanté sur scène à l'opéra avant de faire des disques. Oui, Morinder, c'est salaud ce que vous avez fait. C'est pas bien de vous moquer d'Ariel Dombal. Je suis... enfin voilà, bon bref... Remarque, on peut avoir une formation classique et puis chanter mal, hein. Non, regarde-moi par exemple. Amour, amour, amour. Quand un baiser m'est refusé, moi je le vole. Eh bien, je suis désolée, mais je maintiens ce que je dis et je pense, j'ai des doutes quant à savoir si Ariel Dombal a vraiment chanté à l'opéra ou alors dans les chœurs au 5e rang. Comme diva, non, je n'y crois pas une seconde. Non, diva, ça saurait. Pas tout à fait faux ce que vous me racontez là, parce que l'autre jour, alors que je lisais dans la doc qu'elle avait rencontré son mari Bernard-Henri Lévy à la Scala de Milan, alors qu'elle chantait à la Scala de Milan, je me suis dit tiens, elle a chanté à la Scala de Milan. Et en fait, quand elle a répondu à ma question, je me suis rendu compte qu'elle tournait un film à la Scala de Milan. Oui, mais non. En fait, oui, c'est un peu une escroquerie tout ça. Hein. Mais jamais elle n'a été vraiment chanteuse, soprane d'opéra. Non, elle a chanté un peu de classique, en effet, elle a pris des cours. Voilà, elle n'a jamais été, non seulement pas une diva, mais même une chanteuse connue d'opéra. Cela dit, sa formation et la façon dont elle chante n'est pas désagréable du tout. Tous les trucs espagnols qu'elle chante, c'est très marrant, et elle le chante plutôt pas mal. Alors toi, évidemment, quand c'est pas boum boum boum, le jazz avec ton gros mari, là, boum 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 boum. Alors là, c'est de la connerie. Il y a des gens qui aiment la finesse aussi. Voilà. Parlons-nous. On va se gêner avec Pierre Bénichou. Ça y est, j'ai à fou rire. Gérard Miller, Jean-Bernard Hébé, Valérie Mérès et Morinder. J'ai un peu mal à la gorge pour tout vous dire. Alors j'essaie de parler le moins possible. C'est pour ça que je... Voilà, Pierre. Mais ça n'a aucune importance. Monsieur Bernard Hébé, Jean-Bernard Hébé est là pour parler à ta place. Non, pas du tout, je ne me permettrai pas. Et j'ai appris, chère Valérie Mérès, que vous fûtes l'autre jour sur la terrasse de monsieur Hébé. Puis-je savoir ce que vous y faisiez? Et paraît-il, comme il faisait chaud, il paraît que vous n'étiez pas très vêtu ce jour-là. Alors, comment vous savez expliquez ça? Regarde, même aujourd'hui, il fait froid, elle est pas très vêtue. Parce que j'ai surpris une conversation entre les deux, dans le genre, c'était bien sur ta terrasse. Voilà, un truc comme ça. Bah, c'est pas parce que Jean-Bernard m'invite à dîner que tout de suite il y a quelque chose qui se passe, hein. T'as déjà dîné avec un mec sans qu'il se passe quelque chose, toi? Bah, il y en a qui me sautent pas dessus, qui sont pas obsédés comme toi, hein. Et Jean-Bernard est très courtois et très bien élevé. J'apprécie ta discrétion, Valérie, merci. Enfin, nous ne serons pas dans la presse people. Ah bon, parce qu'ils sont ensemble, mais ça m'a... Mais pas du tout, pas Comment, du pas tout. du tout Bah, malgré toute l'amitié que je peux avoir pour Jean-Bernard, franchement, les barbus, c'est pas mon truc. Il y a... Ah, ça, je te comprends. Ah, toi, ça pique. J'en ai eu un une fois. Dans la mixité. J'étais tout irrité. Ah, tu sais, le menton surtout. Ah mais bien, ah non mais là c'est là où tu t'y connais pas du tout.
Un barbu, ça pique 10 fois Attends, tu veux moins. qu'on discute si je m'y connais mieux que toi ou pas en mec? Non, mais un barbu, ça pique 10 fois moins qu'un mec mal rasé. Que Gérard Miller en fin de journée quand il est mal rasé. Ah, mais Gérard Miller non plus, je l'embrasse pas. Surtout en fin de journée. Au matin, au réveil, moi j'ai essayé, c'est mieux, mais le soir. Bon, dites, Bénichou, au lieu de dénoncer vos petits camarades, dites-moi plutôt vous ce que vous faisiez à Avignon. C'est Fanny qui me demande. Elle vous a vu jeudi dernier à la gare TGV d'Avignon. Étiez-vous parti pour un week-end très prolongé? Oui, je suis parti en week-end pour Avignon la semaine dernière, mais je voudrais demander à nos auditeurs de ne jamais dire des choses comme ça, parce que, mais oui, mais non, mais c'est pas, on sait jamais, moi j'ai rien à cacher, j'ai lu tout à fait. Je vous le dis. Mais ça peut être terrible, quelqu'un qui aurait dit qu'il était au chevet de son oncle malade, à Dunkerque, et qu'on retrouve à je sais pas où, moi, Avignon, par exemple. Au Lavandou en train de danser la gigue. Pierre. Il n'y a pas de raison, parce qu'il a le malheur de travailler dans un poste de radio, que des gens disent qu'est-ce que vous faisiez au Lavandou? Mais Pierre, le problème n'est pas celui des gens, c'est celui de Laurent Ruquier qui donne l'info. Les gens, ils écrivent, mais si Laurent laissait ça sous le boisseau, comme pour moi, week-end, je suis parti par exemple, justement à Cannes, jamais Laurent ne le dirait, parce qu'effectivement, je l'ai caché. J'ai pas dit que j'y étais pas, mais pourquoi saurait-on que j'y fus? Pourquoi saurait-on que j'y fus? Quand tu comprends comme ça, tu pourras me regarder. Mais Pierre, il y a 10 fois pire que ça. C'était d'ailleurs un drame pour les stars américaines. C'est que maintenant, avec le téléphone portable qui prenait des photos, qui faisait des petits films, eh bien, un mec voyait George Clooney dans la rue, d'accord? À Los Angeles. Clac! Il prenait la photo, il prenait le petit film, prenait George Clooney, il le mettait au directement hasard, sur puisque c'était lui, hein. Voilà. C'est une supposition que c'est George Clooney. C'est George Clooney. Il le photographie. Il le mettait sur Et vous savez, c'est ça qui est fou. Tu photographies George Clooney, tu sais qui tu vois sur la photo? George Clooney! Ouais. Elle explique bien, hein. Et alors? Il mettait ça directement sur Internet. Donc, t'avais attroupement d'autres gens qui venaient voir George Clooney à l'endroit où il était censé être, ce qui est quand même dramatique pour les vedettes. C'est ça qui aurait pu t'arriver. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fais du Laurent Ruquier bis, je dors ou quoi? un peu, mais tu me réveilles avec 2 croissants dans une minute. Est-ce que vous avez remarqué avec quel art il a réussi à détourner la question? Qu'est-ce que tu foutais à Avignon? C'est ça ce qu'on veut savoir. J'étais à Avignon parce que je vais très souvent à Aix-en-Provence voir l'exposition, pendant l'installation, pardon, de Cézanne. Voir l'exposition, Et donc, je vais voir l'installation. ça parce que je suis un fou de Cézanne. Et tu vas régulièrement voir cette Toutes les semaines. Oui, bien sûr. Gérard Miller, c'est à vous que s'adresse ce mail. Vous êtes un peu le robinet mal refermé qui tape au fond du lavabo pendant des heures. Ça nous rend fous, ça nous réveille comme un vacarme. Gérard Miller, C'est vous êtes très comme... bien écrit ça en tout cas. Vous êtes comme du shampoing dans les yeux à s'en arracher la rétine. Gérard Miller, vous êtes un facteur de désordre psychologique. Votre morale cato-bobo, c'est du vinaigre sur vos plaies. Cato bobo. Cato, bobo, je veux bien. Mais Cato, c'est pas des métèques qui vont venir dans notre église. Pour une Ah non, fois- monsieur. Vous êtes comme la craie qui grince sur un tableau, comme ce qui gratte sous un ongle. Gérard Miller, votre voix stridente de prof pervers, votre faux jeunisme pathétique, vos pulls étroits comme vos idées, votre compagne vache. Anaïs, votre copain Marc Jolivet, disons que c'est documentaire. C'est quelqu'un qui te connaît bien. C'est méchant, mais il y a du vrai. Hein. Écoutez, pour une fois qu'il y a un mail gentil, lisez-le en entier. Alors GG, c'est sans rancune. Au moins Stevie à tes côtés passe pour un grand économiste et tu ferais même passer Vermus pour un convive délicieux. Tu es notre expiation collective, notre catharsis radiophonique, signé Giscard d'antan. Mais est-ce que vous ne sentez pas qu'à travers ce mail humoristique, il y a énormément d'affection? Mais bien sûr. D'amour. Il faut écouter, Laurent, je vous le dis souvent, le désir au-delà de la demande. Et là, c'est clair que c'est un mail d'amour. Ah Il bah n'y a de toute aucun façon, doute. c'est quelqu'un qui prend le temps de parler de toi. Les bébés congelés font la une de tous les hebdos cette semaine. Quelle horreur. Quoi, quelle horreur. Bah oui, mais VSD, Paris Match, j'ai pas Bah encore oui. les autres hebdos qui ne sont pas arrivés, mais j'ai déjà Match et VSD, même Courgeot. Alors c'est marrant parce qu'on nous montre des photos très différentes de cette femme. Je sais pas si vous avez remarqué. Avant qu'on la sache coupable, on nous montrait d'elle des photos toujours plutôt Absolument. à son avantage. Et là, depuis qu'on sait que cette femme aurait, d'après ses aveux, tué 3 enfants, on nous montre les photos les plus horribles qui existent d'elle. C'est une femme qui a 2 visages. Non mais c'est vraiment, si on peut pas garder les enfants à la température qu'on veut. Non, mais c'est tout à fait exact. C'est-à-dire que Elle est où la liberté alors?
Même en voyage, il faut le mettre à 20 degrés. Il y a des normes là-bas en Corée qui sont pas comme ici. C'est moins. La bonne température pour les gosses, c'est -6 là-bas. Ils se sont conformés aux coutumes locales, les Mais fourlons. oui, mais ils ont pas des Et fours lui, il n'était pas au courant. Il croyait qu'ils étaient à -4 seulement, le père. Ils ont des fours à micro-ondes pas assez gros pour les bébés. Gérard Ah, mais c'est ça que Miller. je trouve terrible, c'est-à-dire que même simplement quand on la montre, les yeux baissés ou le visage légèrement genoux tordu, serrés, surtout. ça devient épouvantable. On a l'impression qu'elle est coupable par les photos qu'on montre d'elle. C'est tout à fait. Et toi, jusqu'à plus ample informé, puisque tu n'es pas pour la théorie de l'aveu, toi. Tu penses qu'il faut des preuves matérielles. Ah ouais, quand pour je- prouver la culpabilité de quelqu'un. Donc, tu penses qu'elle est pas coupable, quoi, normalement. Non mais c'est formidable. Ce qu'on appelle la présomption d'innocence, c'est pas seulement pour les innocents, c'est aussi à l'occasion pour les coupables. C'est simplement dire qu'avant qu'il y ait preuve et avant que la personne soit jugée, il faut effectivement qu'elle bénéficie de cette présomption. À partir du moment où elle va être jugée, où il y a l'ADN, où il y a ses aveux, où il y a toute une série, c'est pas pour ça qu'on va Oui, alors regretter ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement les médias pourraient pas en parler, c'est ça? Tu trouves que ça veut dire quoi cette histoire de avant d'être présomption jugé? d'innocence, c'est-à-dire qu'en effet, il s'agit que lorsqu'une personne est Oui, interpellée, j'ai compris, mais ça voudrait dire quoi Non, dans le non, traitement non, du sujet? Je ne dis pas qu'il y a des Un soupçons. petit peu de- Après ses aveux un et petit peu l'ADN, plus de je ne dis pas qu'il y a des soupçons sur elle, mais il y a une rumeur qui s'amplifie. mais très bien. Et mais moi, il y a une question que je me pose. Et elle en a congelé 2, mais elle dit qu'elle en a brûlé un autre. Oui, oui, oui. Et alors, Elle fait souffler le chaud et le froid, cette phrase. Elle est pas- je voudrais savoir, en tant que psy, ce que tu trouves, par exemple, c'est en 99, elle en a brûlé un et après elle les a congelés. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, elle avait peut-être pas de cheminée. Elle n'avait pas de cheminée à Séoul. C'est ce qu'elle C'est dit. ça. Elle dit en plus cette chose terrible qu'il y avait pas, que la cheminée de Séoul ne marchait pas. C'est ce qu'elle aurait dit dans les aveux. Quel beau titre pour ses confessions, La cheminée de Séoul. Hein, voilà. Enfin, on peut imaginer, j'ai C'est aucune idée, Fixo. puisque on peut C'est imaginer Fixo, lire qu'une- pour le plaisir. La cheminée de Séoul, une maman vous parle. Maureen Dor, Valérie Mérès, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Jean-Bernard Hébé. L'affaire Courgeot continue à semer le trouble à Séoul où on dénonce l'arrogance française. C'est vrai que j'aimerais qu'on revienne là-dessus. On a quand même été limite aussi avec la police et les enquêteurs coréens pendant bien plusieurs sûr, mois bien parce sûr. que depuis cet été, on n'arrêtait pas, en France en tout cas, de mettre en doute les scientifiques coréens et la police coréenne. C'est tout à fait vrai, mais c'est aussi que la Corée du Sud, même si c'est pas la Corée du Nord, loin de là, c'est quand même pas une démocratie absolument rigoureuse. On se méfie c'est de la pas- police là-bas. Non, C'est mais pas je veux dire, parce que il y c'est pas avait, une démocratie qu'ils savent pas faire une je suis analyse d'accord, mais ADN. du coup, a été évoqué très vite la thèse d'un supposé complot. Donc voilà, c'est très loin, on Donc connaît pas tu cette étais police. un des premiers Mais arrêtez, parlant à la radio. j'ai reçu un mail d'un type qui me dit, alors monsieur Miller, hein, vous qui disiez présomption d'innocence, vous voyez qu'elle est coupable, mais quel est le problème? Quand tu parlais de l'hypothèse du complot, c'était sous-entendu les Coréens auraient Bien sûr. Il y avait- on disait qu'il y avait des affaires l'ADN. industrielles, qu'il y avait des affaires industrielles. Vous qu'il y savez avait- comment ça se passe dans ce genre de truc? Ici, ça arrive au Quai d'Orsay. Il y a un couple de ressortissants français les deux membres de ce couple sont suspectés d'avoir tué leurs enfants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dit un attaché de cabinet du ministère des Affaires étrangères. Appelez-moi l'ambassadeur. L'ambassadeur, il dit, qu'est-ce que c'est? Oh, dit, c'est une sombre histoire. J'étais au golf hier, je l'ai pas vu. Attendez, je vous rappelle ce soir. Le soir, il rappelle, il dit, ben oui, c'est un type qui travaille dans l'équipement automobile. On aurait retrouvé des gosses. Quoi, des gosses? D'où ça? Attendez, je vous rappelle demain dans le congélateur. Et à ce moment-là, la presse, elle, fait son métier. Et commence à dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. 3 jours plus tard, il téléphone, il dit, mais il y a qu'à faire un truc d'ADN. Ils ont ça là-bas. Voilà ce qu'ils disent. Ils peuvent faire ça en Corée, genre les fourmis, tu sais, les petits, c'est tout des petits Chinois dès que t'es pas né en Bourgogne. Bon, ils font ça là-bas, oui, mais alors qu'ils le fassent. Ah ben dites donc, ils disent que dans l'affaire, quelle affaire? Ah oui, les gens dans le micro-ondes, non, c'est pas un micro-ondes, c'est dans un congélateur. Ah ben oui, alors qu'est-ce qu'ils disent? Ben ils disent que l'ADN est bon. Attendez, je téléphone au professeur Jean-Bernard qui est mort. Allô, Jean-Bernard, est-ce qu'ils savent faire l'ADN là-bas? Où ça? Au Japon? Non, en Corée. En Corée, oh, ça m'étonnerait, vous savez, c'est très difficile. Votre ADN n'a aucune valeur. À ce moment-là, t'as un mec qui arrive à la télévision, selon les plus grandes sommités, l'ADN, nos machins, n'a aucune valeur. C'est comme ça que ça se passe. il est bien, faut savoir ce que c'est que l'impéricide de toutes ces choses-là, la nullité de tous ces trucs. Alors quand moi j'arrive et que je dis, pauvre femme, tu es coupable, eh bien, elle me dit, oui, monsieur Bénichou. Parce qu'avec moi, elle sait qu'on ne truque pas. Et en même temps,
le mari, lui, si vraiment... Le mari, c'est rien, lui. Comment il fait rien? Tous les matins, il est descendu dans le congélo pour chercher la côte de bœuf et il a mis ses enfants. Mais non. Écoute. Enfin, supposez qu'il mange une côte de bœuf en Corée. Tu as su chaque fois où ta femme était enceinte, toi? Mais non, mais là, merde. Le truc, c'est que chaque fois que ma femme accouche, j'avais dû arrêter de travailler 3-4 jours et tout ça, eh ben, dis donc, j'en serais pas là de ma carrière, hein. Non, on sait jamais quand elles sont enceintes. C'est des trucs dans la tête qu'elles ont souvent, ça. Hein. Mais elles grossissent, elles maigrissent. Tu sais comment c'est, les femmes? Oui. Tu peux pas les croire. C'est festival aujourd'hui, hein. D'après ce que j'ai compris dans les aveux de la dite femme, il y avait le sentiment de maîtrise de son corps. J'ai lu ça, je ne sais pas exactement ce que ça renvoie, mais c'est possible qu'elle ait eu le sentiment qu'elle arrivait notamment à maîtriser son corps, y compris à cacher, à maîtriser cette grossesse. On n'en sait rien. Là, vous avez quand même avec vous 2 femmes qui ont accouché 2 fois. Ah ben, ça me fascine que tu puisses accoucher toute seule dans ta salle de bain. Il y a beaucoup de gens dans ta baignoire. Déjà, quand je suis enceinte, je prends 18 kilos, donc ça se voit, si tu veux. Non. Alors, elle moi, je prends 2 tartines. 3 kilos. Non, mais juste une précision. Il y a ça. Par contre, j'ai souvent rencontré des jeunes femmes qui avaient accouché en cachant complètement leur grossesse à toute leur famille, qui accouchaient effectivement, on voit ça parfois malheureusement dans les journaux, qui accouchent dans les toilettes ou la salle de bain, qui foutent l'enfant à la poubelle et qui reviennent ensuite dîner à table avec la famille. Donc ça, on voit ça souvent. C'est malheureuse. Non, je pense que tout ça, c'est simplement un problème de gens qui sont totalement cinglés. Le mari était au courant, la femme, bien sûr, pourquoi tu veux que le mari soit au courant? Il a toujours dit qu'il était pas au courant. Mais dans le congélateur, comment veux-tu qu'il n'ait pas su que sa femme était enceinte? Je te signale que quand on est marié, comme tu le sais, on a un certain nombre de rapports assez proches avec sa femme. C'est surtout que si elle est enceinte, c'est qu'ils couchent ensemble. Oui, voilà. Donc, alors c'est ça qui est très bizarre. C'est ça qui est très bizarre. Il la tripote pas beaucoup entre deux. Mais c'est pas ça. C'est qu'une fois qu'elle a accouché, elle les a mis dans le congélateur. Lui, tu vas pas me dire que le mari ne va jamais dans le congélateur. Si. Donc il a bien vu. À mon avis, Pierre ne va pas très souvent dans son congélateur. À mon avis, Pierre Bénichou ne va pas très souvent dans son... Je pense qu'il y a plein de mecs qui vont jamais dans leur congélateur. Pierre, répondez à cette attaque. Moi, je ne vais pas dans mon congélateur. Moi, comment tu peux dire ça? J'ai encore sorti l'autre jour une côte de bœuf que j'avais achetée juste après la guerre, je me souviens. C'était une merveille. Franchement. Les enfants en ont mangé. Il n'y a pas eu besoin de les mettre au congélateur. Ils sont morts tout de suite. Mais peut-être qu'au début, il y avait plein de paquets de frites devant les enfants qui cachaient les enfants et qu'au fur et à mesure, cette gourde, elle a mangé des frites. C'est lui qui met les frites dans le congélateur une fois. Bon, on va quitter le congélateur si vous le voulez bien. Ça serait mieux, oui. Ah, merci Gérard. Mais le four, excusez-moi Laurent, mais le four, paraîtrait que c'est faux. Ah. C'est pour rester en France qu'elle l'a dit qu'elle avait fait le four. Elle voulait pas rester la cheminée. Le cheminée, pardon, c'est parce que c'est à cause de... Et alors, elle aurait fait les deux à Séoul. Elle serait revenue en France en disant à Séoul, ils savaient pas faire l'ADN. Et une fois qu'elle est en France, comme elle veut rester en France, elle s'accuse d'un autre crime pour pouvoir rester en France. Il y a des gens qui disent cette thèse. Allez, on quitte un peu ce sujet, hein, Gérard. C'est pas plus mal parce que là, quand même, qu'est-ce qu'il y a, Bénichou? J'ai le droit de quitter le sujet. Tu as tous les droits, mais tu as pas le droit de nous parler comme ça. Et en plus de ça, c'était quand même un bon sujet. Parce que quand on parle de politique, tu t'ennuies. Quand on parle de chansons, on est des cons. Mais quand on parle d'un bon sujet, il faut quitter le sujet. Eh bien, c'est moi qui vais vous quitter maintenant. Encore une fois. Mais non, Pierre, parce que j'ai une vidéo amusante. Alors, si vous avez une vidéo, mais alors il faut donner un écran à tous nos auditeurs. Non, parce que j'ai pas la vidéo, mais on nous la raconte. J'aimerais bien la voir, cette vidéo. C'est ce qui se passe à Disneyland, l'Euro Disney. Minnie, en train de baiser avec Pluto. Mickey collé serré avec les écureuils Tic-Tac. Des scènes inhabituelles dans l'univers de Disney. C'est une vidéo qui circule sur Internet depuis plusieurs jours. Ça dure moins de 2 minutes, mais il faut savoir qu'elle a été filmée dans les coulisses du centre de convention de l'hôtel New York de Disneyland Paris, dans un endroit inaccessible au public. Pendant une pause, certains salariés, donc habillés en Mickey, en Pluto, en Tic-Tac, ont commencé à faire l'amour devant les caméras et à distribuer ça sur Internet ensuite. Moi, ça me fait hurler de rire. Ah, ça me fait hurler de rire. Non, mais je savais bien que Minnie, c'était une salope. Non, mais il a dû avoir sûrement des employés de Disneyland qui ont fait l'amour habillés dans leur costume de scène. Non, et tu veux voir Pluto en train de s'embourber Minnie, ça c'est rigolo. Dingo avec le capitaine Crochet, des trucs comme ça. Je vous signale qu'il y a des vrais dessins animés. On peut faire aussi de sexes différents. Oui, bien sûr. Oui.
Mais les personnages les personnages de dessins animés n'ont pas de sexe, Pierre. Non, mais d'accord, mais enfin quand même, oui, je sais pas moi. Je vous signale qu'il existe des vrais dessins animés reprenant tous les personnages de Walt Disney, et ça, ce sont des très vieux dessins animés. Porno. Il y a, porno. Non, pornographique. C'est vrai? Bien sûr. Mickey a une quéquette. Bien sûr, avec Mickey qui a une énorme quéquette. Mais genre dessiné vraiment par les dessinateurs mais de... bien sûr, les le même dessinateurs trait, de tout ça. l'époque, dans les années 50, Mais là, ce qui est plus 60. rigolo, c'est que c'est des vrais mais là, c'est personnages. des vrais personnages. Ah non, mais ça, Moi, je peux génial. vous dire, j'étais à Disneyland il y a peu de temps. C'est d'ailleurs une expérience absolument incroyable. Disneyland, c'est absolument formidable. Mais alors, comment ils font pour rester dans leur costume? Je peux vous dire que c'est impossible. Ils ne peuvent faire que Maurinder semblant. a été Ah, mais Minnie. moi je peux te le dire puisque moi j'ai été Mickey. Minnie ou Mickey? Mickey pour la Belgique. Oui. Et ben Comment ça se fait qu'ils vous ont pas fait faire Minnie et plutôt Mickey? Ben je sais pas parce que c'était le personnage. T'as de vu Mickey, ses oreilles qui voulait. Il est gentil, Laurent. Minnie a les mêmes oreilles que Laurent, Mickey, Pierre. Ouais, mais c'est pour vous dire quelque chose. Laurent, vous êtes gentil. Vous pensez que forcément tous les personnages féminins des bandes dessinées sont en quelque sorte interprétés par des femmes? Quelle importance elle pourrait faire plutôt Capitaine Crochet? Mais oui. C'est une question de Bah, taille, non, simplement. non, C'est je la pensais taille. bon, Enfin, donc tu Mais confirmes t'as- qu'il est impossible de se faire sodomiser C'est quand on a costume. impossible. Non mais attends, le costume prend déjà tellement de place, il fait une chaleur de bœuf là-dedans, ils doivent s'arrêter toutes les demi-heures Ouais. pour enlever le masque. Je te jure, c'est une chaleur, c'est totalement inconfortable. Et puis en plus, ce n'est jamais lavé ces masques. C'était à ton époque, maintenant tout ça, c'est modernisé terriblement. Il y a des trucs avec des nouvelles matières qu'on fait, tu sais, des nouvelles matières qui gonflent comme ça, et ça pèse une plume. Non. Et ça sent une odeur absolument délicieuse, et il y a des orifices où on peut faire... Ne tout- révèle pas notre, ne révèle pas notre vie privée, Pierre. Et je vais te dire pourquoi il y aura jamais de chaussures plus légères, par exemple pour Mickey ou Minnie qu'il y a, ou même pour les autres. C'est que pour donner cette démarche K1K, il faut que les chaussures soient lourdes. Oh non, parce que vois, tu pour peux faire... pom 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 pom. Tu sais ce côté un peu Pierre, Mickey. Pierre, le fait Déjà, pas- ça nous excite, hein. Parlons-nous. Parlons-nous. On va se gêner en direct du Malawi grâce à Jean-François Derek. En effet, notre envoyé spécial, suite à notre conversation d'hier où personne ne savait autour de cette table située exactement sur une carte de géographie le Malawi, eh bien notre envoyé spécial a décidé d'aller carrément sur place pour évidemment nous dire un peu comment ça se passait là-bas, là où Madonna, vous le savez maintenant, a adopté son nouveau bébé. Vous m'entendez, Jean-François? Oui, Laurent, je vous entends très très bien. Bonjour à tous. Eh bien, effectivement, je suis au Malawi, comme vous le disiez, et plus précisément à Mzuzu, sa capitale. Comment Je la suis capitale? Mzuzu. Ah oui. Je suis attablé devant un délicieux rôti de gazelle, accompagné de brochettes de termites, le tout arrosé d'une bière de noix de coco. Dites, j'ai vérifié là, vous me dites que la capitale c'est Mzuzu, alors que moi je me suis renseigné, j'ai lu que la capitale du Malawi c'était Lilongwe. Oui, en effet, mais je trouvais que Mzuzu était beaucoup plus rigolo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce pays très peu connu avant que Madonna s'y intéresse? Alors, le Malawi a été découvert en 1850 environ par l'explorateur Livingstone, à qui il doit son nom. Et en effet, d'après une légende africaine, il avait été piqué par un scorpion. Alors son boy lui demande « Toi, avoir mal ?» « Ah oui, répond Livingstone. D'où le nom Malawi, donc il s'y est répandu effectivement dans toute l'Afrique. C'est n'importe quoi. Non, c'est une légende africaine. Soyons un peu sérieux, vous êtes notre envoyé spécial, décrivez-nous plutôt les beautés de ce pays. Y a-t-il par exemple une gastronomie au Malawi? Oui, tout à fait. Alors il y a le plat national, le mbabuleke, une délicieuse soupe au manioc. Il y a aussi le ngulungulu, une sorte de purée de manioc, et aussi le foufou, une salade de manioc au manioc. On peut dire que c'est une cuisine en général à base de manioc, donc. Oui, vous avez tout à fait raison de le souligner, je n'avais pas remarqué, dis donc. Parlez-nous maintenant de l'économie du Malawi. Alors, le Malawi, terre de contraste, exporte du pétrole, des diamants, des voitures, des appareils photo numériques, des ordinateurs et des baskets. C'est vrai tout ça? Mais bien sûr que non, Laurent. C'est pour ça d'ailleurs que tout le monde s'en moque. Il exporte surtout des moustiques et des pauvres. Mais je rassure tout le monde, ils sont trop affamés pour avoir la force de se traîner jusqu'à chez nous. C'est terrible ce que vous dites. Quel est le régime politique au Malawi? Bah, écoutez, c'est une démocratie avec un président élu, le président Félicien Banda, un premier ministre, Jean-Paul Banda, et divers ministres donc de la famille Banda. Oui, je vois bien le genre de démocratie. C'est donc un pays très pauvre. Et écoutez, le revenu moyen est de 200 € par an et par habitant,
sauf pour les habitants, bien sûr, qui s'appellent Banda. Mais est-ce que ce pays va arriver à sortir de la pauvreté? Écoutez, pas dans l'immédiat, malheureusement, il y a très peu d'investisseurs et je me suis renseigné. Pour l'instant, je vous déconseille d'ailleurs d'y acheter un bien, car, comme le dit le proverbe local, bien Malawi ne profite jamais. Oh non, alors celui-là, Jean-François Derek, ça fait 3 jours qu'on le traîne, je vous signale, si vous nous écoutiez un peu. Ah, bah écoutez, je suis au Malawi, je peux pas tout faire, hein. Allez, on se retrouve à demain à la même heure. À demain. Tiens, on va quitter le Malawi pour 300 millions d'Américains. Je sais pas si vous avez vu ce chiffre. Et on nous dit d'ailleurs que peut-être la 300 millionième américaine serait cette petite Anarly Lopez qu'on nous montre en photo, née hier au White Memorial Center de Los Angeles. Jean-Bernard Hébé. Enfin, ce qui était très intéressant de constater, puisque brusquement on a eu des chiffres, c'est qu'on était quasiment sûr que ce serait quelqu'un sur la côte ouest et qui serait d'origine étrangère aux Américains. En tout cas, soit hispanique, soit asiatique. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont fait le doublé. Elle est moitié hispanique, moitié asiatique, la jeune fille. C'était de toute façon impossible de désigner la véritable 300 millionième ou le véritable 300 millionième Pas du américain. tout. On sait très précisément, parce que on sait qu'il y a une personne qui meurt toutes les 13 secondes et une personne qui naît toutes les 7 secondes. Voilà. Et donc, un arrivant immigré toutes les 31 secondes. Voilà. Donc, on savait. T'as emmené Elisabeth Tessier sur ta terrasse? Non, pas du tout. J'ai lu un papier. Je trouve ça passionnant. On sait donc si les livres sont bien tenus dans les hôpitaux, qui est né, à quelle heure et à la seconde. Il y a un nouvel habitant toutes les 11 secondes. Voilà, aux États-Unis. Je me permets quand même de te faire remarquer, pour avoir eu 4 enfants, que c'est rare qu'on marque la seconde à laquelle l'enfant est né. C'est vrai. Moi, il y avait marqué les minutes. Oui, non, bien sûr, il peut y avoir des confusions. Mais la chose qui est importante, je regardais hier à la télévision sur France 2, il y avait un reportage sur un type qui était le 200 millionième américain, qui est un asiatique d'ailleurs, qui aujourd'hui a un énorme cabinet d'avocats, et qui dit que ça l'a énormément aidé dans sa vie d'avoir été le 200 millionième américain. Maureen Dor. Non, mais puisqu'on parle des Américains, me vient une info que j'ai lue qui m'a sidérée, c'est qu'on compte désormais sur la Terre plus de gens atteints de surcharge pondérale que de gens mal nourris. Malnutris, c'est ça, c'est quand même incroyable. Ça me semble peu probable. Eh ben, non, c'est la vérité. On dit qu'il y a plus de 1,4 milliard d'adultes trop bien nourris contre 800 millions qui ne le sont pas assez. Ça me semble incroyable, ça, quand même, parce que t'es pas venu dans ma famille, hein. Il y en a 2 qui sont maigres, mais maigres. Alors, peut-être ils n'ont pas été comptabilisés là-dedans. Gérard Miller, Pierre Bénichou, Valérie Mérès, Jean-Bernard Hébé, Maureen Dor. Vous savez que vous avez peut-être pris un risque, Gérard Miller, parce que je crois que vous avez été opéré de la cataracte, c'est ça, non? Oui, absolument. Et ben il y a des tas d'opérations abusives, nous dit-on. C'est un livre qui vient de sortir aux éditions Flammarion, qui s'appelle Patient, tout ce qu'on vous cache, qui est repris ce matin et dans Libération et dans Le Parisien, une page dans chaque quotidien. Et ce bouquin signé Dr Ordé et Claire Gabilla nous dit tous les abus qu'il y a de la part des médecins, particulièrement cet abus-là qui serait le plus fréquent, faire opérer certaines personnes de la cataracte alors qu'ils n'en ont pas besoin. Moi, je dois préciser, je me suis fait opérer de la myopie et à cette occasion-là, j'avais effectivement une opacification constatable sur un œil et plutôt que ça dégénère effectivement en cataracte, on l'a opéré et depuis, il n'y a plus cette opacification. Donc je suppose quand même que ça n'était pas opaque aujourd'hui. Non, mais c'est très singulier. Pas transparent non plus. Pour la cataracte, je peux vous en parler. L'opacité du cristallin vient dans 9 cas sur 10, dans 7 cas sur 10, pour les gens de plus de 70 ans. Bon, c'est pas ton cas, et ça peut venir tôt. Et on commence à voir des signes. Et les ophtalmologistes qui se respectent disent, écoutez, quand ça sera vraiment embêtant, on sera toujours à temps. Maintenant, c'est une opération très facile. C'est la plus vieille opération du monde et la plus gratifiante qui soit, puisque 1 heure après, on a la vue qu'on avait à 15 ans. Donc, ils disent, on sera toujours à temps de le faire. Mais si vous voulez le faire pendant qu'on est en train de s'occuper de vos yeux, autant le faire maintenant. C'est ce qui s'est passé avec lui. Alors, les alarmistes qui viennent dire on vous ment, on vous opère pour un oui, pour un non, évidemment qu'il y a des tas de salopards qui disent on va vous opérer d'une hernie, d'un machin, alors que ça ne mérite pas, que c'est un truc simplement un peu de comment ça s'appelle. Certaines cliniques privées font opérer pour faire tourner la boutique. Oui, il y en a beaucoup, mais on ne dit pas que la cataracte, c'est ridicule, dire des trucs comme ça. Mais c'est
incompréhensible, c'est inacceptable. Enfin, dans le sens où, pour des gens comme moi, super basiques, le médecin n'est pas quelqu'un qui nous ment. Le médecin ne va jamais faire une opération pour se faire plaisir à lui-même ou pour faire plaisir à son porte-monnaie. C'est quand même, on se sent. Enfin, moi, j'ai l'impression quand on me dit ce genre de choses, je me dis mais c'est atroce. Tu te sens floué. Non, mais je me sens carrément tellement déçue par rapport à la noblesse du métier. Les médecins sont des hommes, et un médecin qui a il y a des femmes aussi qui sont de très bons médecins. Moi, tu connais pas Marcel? Elle est fantastique. Et donc, s'ils ont des fins de mois difficiles, ils vont plutôt dire à une femme, il faut absolument vous faire une césarienne, par exemple. Mais c'est impossible à comprendre pour des gens. C'est impossible à comprendre, normaux, mais c'est dans la nature humaine et c'est terrible. Maureen est touchante. Elle a tout à fait raison. On imagine qu'il y a certaines professions qui sont préservées de la rapacité qui est celle quasiment de tout le monde, mais malheureusement, dans le monde médical aujourd'hui, qui s'américanise de ce point de vue-là, l'argent devient une motivation essentielle. C'est comme les notaires. Vous savez ce que disait un personnage très très important, très influent qui était un grand magistrat. Il dit il y a deux sortes de notaires, les honnêtes et les compétents. Mais c'est comme moi, je fais partie de ces gens. Quand je vais chez le docteur, j'ai dit bonjour docteur. Alors qu'il y a de plus en plus de gens, j'ai l'impression. Ce que vous nous dites. Mais non, mais parce que bonjour docteur. Il y a de plus en plus de gens. Moi aussi je dis bonjour docteur. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il y a de plus en plus de gens qui disent ma mère dit bonjour maman, moi aussi. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Vous n'avez pas bonjour Marcel? Non, il y a de plus en plus de gens qui disent bonjour monsieur, bonjour madame. Et qui suppriment l'espèce de connotation, justement, docteur. Je sais pas comment ça se passe en Italie. Vous avez remarqué qu'en Italie, très souvent, dans les restaurants, vous arrivez, on ne vous connaît pas, on dit docteur et professeur et asseyez-vous professeur, asseyez-vous docteur. Ingénieur. Parce qu'ils vous reconnaissent. Absolument tout le monde. Ingénieur, commandatore, rien n'est pire que de dire à quelqu'un monsieur. Jean-Bernard Hébé, ingénieur de la pop music, de la musique, du rock and roll et tout ce qui s'ensuit. Vous allez pouvoir me dire un petit peu, parce que là j'ai lu une info dans Libération ce matin, que je n'ai absolument rien compris à cette info. Alors allons-y. Le rappeur américain Fabolous, John Jackson de son vrai nom, 28 ans, a été blessé par balle mardi matin à New York. Ça c'est bon, il va vendre plus de disques. Et interpellé avec 3 suspects sur un parking près d'un resto de Sean Diddy Combs. Oui. Sean Diddy Combs. Puff Daddy. C'est Puff Daddy. C'est le même. Il a 12 noms. Mais c'est l'un des producteurs les plus riches. Puff Daddy a des restaurants. Il a aussi des restaurants. Sur le parking d'un de ces restaurants, il y a le rappeur américain Fabolous qui a été mitraillé un petit peu. Oui, mais d'ailleurs Puff Daddy était lui-même passé en procès à l'époque où il était avec Jennifer Lopez. Elle est bien Jennifer Lopez, surtout les reins. Elle avait fait assurer son popotin. Est-ce que la demoiselle Lopez, qui est la 300 millionième américaine, elle est parente, question groupe avec Jennifer? Pas du tout. Enfin, on verra plus tard. Pour l'instant, elle est un peu potelée, la petite jeune qui a une journée. Oh, qu'est-ce qu'elle est Enfin, bien. donc voilà, Fabolous, c'est un rapport. Jennifer Lopez. Non, tu la connais personnellement, toi? Pas du tout. Je l'ai rencontrée une fois. Est-ce qu'elle est vraiment aussi cambrée qu'on le dit? Elle était assez jolie, je dois dire. Elle était dans un pantalon blanc assez serré. Oui, arrête. Sans petite culotte, sans string, sans rien. D'où tu sais? Parce que ça se voit. Non, pas du tout dans mon lit. J'ai été rencontré parce qu'elle faisait des photos pour un parfum. J'ai entendu une humoriste géniale qui s'appelle Mado de Nice. Oui. Et elle faisait des trucs sans intérêt, et tout d'un coup, elle a dit un truc qui m'a fait hurler de rire. Elle dit, j'ai acheté un string hier, c'est du vol. Le devant, ça va, mais le derrière, il n'y avait rien. Bon, enfin voilà pour Fabolous. Mais c'est bien, c'est comme ça. Vous savez que tout rappeur qui n'a pas été au moins une fois dans sa vie accusé de meurtre ou de trafic de drogue ou qui n'a pas été mis en prison vend beaucoup moins de disques. Donc grâce à ça, il va augmenter ses ventes. On reste aux États-Unis. Est-ce que vous avez goûté les beignets au Coca-Cola? Il paraît que c'est la nouvelle gourmandise la plus prisée des Américains. Lors d'une foire à Dallas, au Texas, ce nouveau type de beignet nappé de sirop, également fait à base de soda, a rencontré un franc succès. C'est The Dallas Morning News qui nous raconte que cette nouvelle friture a désormais des adeptes en Arizona, en Caroline du Nord. L'inventeur s'appelle Abel Gonzalez. C'est un spécialiste en la matière. Il avait déjà vendu 20 000 beignets confectionnés à partir de sandwichs au beurre de cacahuètes à la confiture et à la banane. Dont Elvis Presley est mort. Voilà. Ah bon? Oui. Elvis Presley, il est mort de ça. Comment ça, il est mort? Les donuts l'ont tué, bien sûr. Il est mort de la drogue, Elvis Presley. Pas du tout. Il est mort des bonbons, Elvis Presley. Il est mort des sucreries, mais c'est vrai. Mais oui. Non, mais écoute. Il mangeait des toasts qui étaient couverts de beurre, mis dans une poêle, donc ça s'appelle des French toast aux États-Unis, recouverts de peanut butter, de beurre de cacahuète et de confiture de groseille. Il se nourrissait que ça. Comme Kennedy aussi. Contrairement à ce qu'on a raconté. Non, il n'est pas mort d'une balle dans le crâne. Laurent, il n'y a pas de gens qui meurent de la drogue obèses.
Ah oui. Et non, les drogués, ça t'enlève tout. Là, c'est évident, mais il est très 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 courant qu'il y ait des gens qui sont drogués. Tous les psychiatres le savent. Drogués au sucre. Qui sont drogués au sucre. Bien sûr. Qui sont drogués au sucre et aux bonbons. C'est quand même un truc typiquement américain, comme ces grands acteurs, ces grands chanteurs qui terminent complètement obèses. T'as pas un Français qui a été une star comme Marlon Brando et qui termine énorme, alors que Marlon Brando, Orson Welles... dès que la recette du Coca-Cola va arriver en France, ça va arriver. Vous y croyez ça, au beignet au Coca-Cola? Mais bien sûr, ils sont capables de toutes les conneries, donc pourquoi pas celle-là? Mais non, mais le beignet, c'est pas un truc que tout le monde achète partout, c'est pas comme aux États-Unis. Le donut. C'est très mauvais, mais si tu en manges un, ça fait rien. C'est comme... Non, mais parce que ce qu'ils appellent le beignet aux États-Unis, ça s'appelle des donuts. Des donuts, c'est des gros beignets avec un trou au milieu. C'est bon. Et c'est immonde. Tellement et alors c'est là, bon. ils le recouvrent de sucre et tout. Et maintenant, ça va être une espèce de confiture sirupeuse de coca. Ça va être, enfin, tous les enfants ont raffolé. Ils vont être beaucoup trop gros. Pourquoi ça vous surprend à ce point? Vous avez mangé, je crois qu'on était une fois ensemble, poulet au coca. Vous avez déjà pris justement des plats très surprenants. On en mangeait dans un restaurant qui appartenait à Delarue. Jean-Luc Delarue. À Jean-Luc Delarue qui a fait faillite. Pas Jean-Luc Delarue, le restaurant. Bon, et on y allait, tu te souviens? Ah oui, on essayait, l'addition était lourde, hein. Ah oui. Et à la fin, on disait ça se discute, il disait non. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est l'heure de Serge Liado maintenant. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Alors aujourd'hui, c'est le jour du quiz. 10 chanteurs ou chanteuses à trouver dans le quiz. Quel est le point commun entre ces chansons? La plage, vous savez que la plage, c'est un thème récurrent dans les chansons de variété. C'est une histoire, en fait, c'est un petit scénario qui est toujours le même, les amours de vacances qui prennent fin en même temps qu'arrivent les premières pluies. Donc vous avez écrit un petit scénario, une seule chanson avec 10 chansons, quoi. Exactement. Il y a 42 années d'écart entre la plus ancienne et la plus récente. Oh là là, n'en dites pas trop déjà, mais en tout cas 10 chansons en tout, 10 chanteurs, 10 interprètes à retrouver. Vous avez bien votre papier, votre stylo, c'est parti. Sur les rivages d'une plage, la tête dans les nuages, à l'écart du pool, j'avais trouvé ombrage. Comment se faire remarquer sur ce rivage? Sous les serviettes, la plage. Je t'attendrai sur la plage, près d'un aérosin. Des chavadabada, sur la plage de Cabourg. C'est l'amour à la plage, et mes yeux dans mes yeux. Puis il a plu sur cette plage. L'hôtel de la plage a fermé, il faut plier bagages. Une histoire de plage mêlée de sable et d'eau. La plage est déserte et pleure sous juillet. Mieux qu'un mirage, c'est la plage ensoleillée. Bravo Serge Liado, 10 plages, c'est le cas de le dire, sur les disques. Et alors là, autour de la table, est-ce qu'on a trouvé les... Moi, j'en ai 8. Marie Laforêt. Enfin, j'en ai 8. Je prends celui qui en a le plus. Jean-Bernard 8. Combien vous en avez, Valérie? 5. 5. Gérard? 5. 5. Pierre Bénichou? 2. 2. J'en avais un seul, et quand il a dit Marie Laforêt, ça m'en a fait 2. Marie Laforêt, je pense qu'on l'a tous reconnu, oui. Vous, Maureen? J'en ai 7. 7. Alors, allons-y, Jean-Bernard. Alors, MC Solar, Ouais. Sanseverino, Delerme, Niagara, Christophe, Brigitte Bardot, Jacques Brel et Marie Laforêt. Et moi j'en ai d'autres. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Vous n'en avez que 6. Il y en a que 6, il y en a un qui est pas le bon Ah, il y en là-dedans. a 2 au moins qui sont pas bons là-dedans. Bon. Alors moi j'ai Olivia Ruiz. Bah, bien sûr. Il y a Olivia Ruiz. Moi je pense qu'il y a Étienne Dao. Mais Non, bon. non, il n'y a Il pas y a Étienne Dao. Christophe. Moustaki. Nino. Qu'est-ce que vous dites? Georges Moustaki. Non, il n'y a pas Georges Il y a Moustaki. Ferré. Non, il n'y a pas Ferré, non. Delpech. Non, il n'y a pas Delpech. Il y a Jacques Brel. Non, il n'y a pas Jacques Brel. Faut se méfier, parfois des chansons sont interprétées par d'autres, cher Pierre Bénichou. La plage, non, Rissé Barrier? Non, non, non. Manu Chao. Eh bien, les auditeurs trancheront en tapant évidemment europe1.fr sur leur ordi et nous répondront peut-être. Qu'est-ce qu'on offre? Alors moi, je vais offrir évidemment les 2 places par semaine pour le Théâtre de la Renaissance, pour applaudir Virginie Lemoine, Francis Perrin et Bernadette Lafont qui reprend le rôle de Laurence Badi dans Si c'était à refaire, dans la clinique de chirurgie esthétique du docteur Jouvence. Moi, j'ai 2 places. Valérie, vous avez un petit truc à offrir? Bah écoutez, à part mon corps,
C'est déjà beaucoup. Bon, ben, moi, je me joins à cette offre également. Elle prend les hommes et je prends les femmes. Je me propose d'offrir le dernier livre de Cavana, Le Voyage que Pierre vient d'apporter aujourd'hui. Je pense que tu seras d'accord qu'on le donne ensemble. Ah oui, je viens de le voir sur ta table. C'est un très beau livre. Voilà. Parfait. Et puis peut-être, allez, un agenda et un calendrier du chat de Philippe Gueluc, on vient de les recevoir. Ah oui, ça, on peut, c'est pas ça qui manque. Peut-être qu'on pourrait quand même réécouter une fois, cher Serge, avant votre chanson flash, les 10 chanteurs pour que nos auditeurs puissent trouver et jouer sur Europe 1.fr. Oui, d'accord? c'est ça. Allez, c'est parti. Allons-y. Sur les rivages d'une plage, la tête dans les nuages, à l'écart du pool, j'avais trouvé ombrage. Comment se faire remarquer sur ce rivage? Sous les serviettes, la plage. Je t'attendrai sur la plage, près d'un aérosol. Et shabadabada, sur la plage de Cabourg. C'est l'amour à la plage. Et mes yeux dans tes yeux. Puis il a plu sur cette plage. L'hôtel de la plage a fermé, il faut plier bagages. Une histoire de plage mêlée de sable et d'eau. La plage est déserte et pleure sous juillet. Mais comme mirage, c'est la plage ensoleillée. Allez, on n'en dit pas plus, hein, pour les auditeurs, on les laisse trouver. Merci Serge. Votre chanson flash aujourd'hui. Oui, je voulais parler de Thierry Breton. C'est une révélation du Canard enchaîné. Porte d'Orléans le 9 octobre dernier. Dans une station-service, lorsque Thierry Breton a fait le plein de biocarburant, c'était bidon. Ce produit n'étant pas encore autorisé, les journalistes partis, la cuve était vidée. C'est juste du trompe-l'œil, c'est pour les caméras. Et on finit par se dire qu'à ce compte-là, si ça se trouve, peut-être bien que les caisses de Bercy sont remplies avec des billets de Monopoly. Joli, bravo Serge Biado. À demain. Merci, et c'est à vrai. demain. Il a raison, hein, le canard enchaîné montre aujourd'hui la fameuse pompe de cette station Total où le 9 octobre dernier, porte d'Orléans, Thierry Breton ainsi que Dominique Bussereau, le ministre de l'Agriculture, et Monsieur Desmarais, le patron de Total, avaient inauguré cette pompe E85, c'est ça, E85, le biocarburant. Et il paraît que chaque jour, des malheureux employés de la station doivent refouler, non, j'imagine pas 10 000 quand même, mais quelques conducteurs qui réclament leur carburant vert, et on leur dit d'en repasser dans plusieurs mois parce que cette pompe ne fonctionne pas, qu'elle était totalement bidon. Alors c'est un peu dommage. Je vous le dis, on nous ment, travailleurs, travailleuses. On nous ment. Il n'y a pas de carburant vert, même pas pour les privilégiés comme Monsieur Breton. On nous ment. Que cette imitation d'Arlette Laguillet. Oui, c'est pas la peine. Un bon imitateur, on n'a pas à dire qui on imite. Quand je dis travailleur, travailleuse, et je suis un très bon imitateur. Là, franchement. Gérard m'a dit quel est ton secret. Vous vouliez dire, Gérard? Je voulais dire que c'est comme quand on pose la première pierre. On sait bien qu'en effet, l'hôpital qui doit suivre ou l'hospice de vieillards n'est pas encore construit. C'est pas grave, franchement. Je trouve que c'est rare quand même, quand on dit on vient de poser la première pierre d'un hôpital, que le lendemain t'es 6 ambulances qui arrivent. Il a raison. Oui, vous avez raison. On va se gêner avec Pierre Bénichou, Gérard Miller, Valérie Mérès, Jean-Bernard Hébé, Maureen Dor. Pierre, arrêtez, vous embêtez Maureen Dor qui... Mais elle arrête pas de lire, elle a pas le droit de bouquiner comme ça. Elle lit, ça m'intéresse. Alors j'espère que ça va nous intéresser, nous aussi. Oh là là, j'espère aussi. Vous pouvez pas savoir comme j'espère que ça va vous intéresser. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans Ça m'intéresse? Alors, dans Ça m'intéresse, aujourd'hui, le titre, c'était Pourquoi les familles résistent à tout. D'accord? Et il y a un petit quiz. Déjà, ça démarre mal, parce que moi, je peux te dire que les familles ne résistent pas à tout. Non, il y a des familles qui résistent pas au grand froid. en Corée, par exemple. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi les familles résistent à tout? Eh bien, qu'en fait, mine de rien, après, la famille, ça veut pas toujours dire papa, maman, ensemble avec les enfants. Ça peut être la famille recomposée. Ça peut être les grands-parents, ça peut être avec les oncles et tantes. Mais la famille est un refuge vachement important pour tout le monde. Et du coup, il y a un petit quiz qui s'appelle Révisez vos classiques. Dans Ça m'intéresse, et je me suis dit que j'allais vous le soumettre. Alors, on est prêt. Le mariage civil est instauré en 1792. Une seule de ces unions est formellement interdite. Laquelle? Entre un beau-père et sa bru, entre un oncle et une nièce, avec une personne décédée,
ou entre frères et sœurs? Entre frères et sœurs. Une Alors personne décédée. Une personne décédée? Entre frères et Ah, pas sœurs, compris Pierre la question. Frères et sœurs. Entre frères et sœurs? Ça Stéphanie veut de donc Monaco. dire, ça veut donc dire quand même que les 3 autres sont permises, hein? Bah oui. C'est-à-dire qu'on a le droit Ok. de... Oui. Ça veut dire qu'on a donc le absolument, droit de se marier avec absolument. une personne décédée? Ça, c'est la Mariage bonne réponse posthume. que vous nous donnez, là? Non, c'est en effet entre frères et sœurs. On n'a pas le droit de se marier entre frères. Ça veut donc dire qu'on a le droit de se marier avec une personne décédée. Absolument. Encore aujourd'hui? Le mariage Encore aujourd'hui, posthume. oui, tout à Le fait. mariage posthume, suivant autorisation. Alors, autre question. Il y a près de 18 millions de familles en France. Le terme famille vient du latin famulus, qui désigne le serviteur de la maison, la maîtresse de maison, le foyer ou la divinité de la famille. Le foyer. Le foyer. Ouais. Non, moi je dirais la divinité. Le terme famille vient du latin familia, qui veut dire les serviteurs. La familia romaine était l'ensemble des serviteurs des esclaves attachés à la maison du maître. Vous lui rendez son journal de Mickey Non, maintenant? non. Et encore une dernière Et chose. c'est comme ça qu'on résiste à la famille en répondant à ces questions de cons. Bah, c'est pas des questions de C'est con. pas les questions de con. Maintenant, je vais dire bonjour la famille. Cirez-moi les pompes, donnez-moi le truc en arrivant à la maison. Je sais que c'est les serviteurs maintenant. Une dernière parce que c'est Ok, vous, Maureen. voilà. hein. Combien de temps un père de famille passe-t-il seul avec ses enfants en moyenne par jour? 1 heure, 2 heures, 3 heures ou 4 heures? Allez, c'est facile Tu ça. parles des 2 mecs heures. normaux? 1 heure. 2 heures. 1 heure Bien contre sûr. 3 heures pour la maman. Voilà, après on s'étonnera que les enfants... Après, on s'étonnera que les mères soient des femmes. C'est fou quand même. Enfin, ça dépend quand il y a la semaine, une semaine sur 2. Tout à l'heure, on évoquait dans le Canard enchaîné ce qui s'est passé autour de la pompe totale inaugurée par Monsieur Breton. Il y a une autre petite histoire que raconte le Canard qui fait peine à entendre. Ça se passait le 10 octobre dernier dans la cafétéria du Sénat. Là, il y avait 2 attachés parlementaires de couleur, l'une du Parti socialiste Yannick Bodin, l'autre qui était une assistante parlementaire de Gérard Miquel. Elles sont toutes les deux noires, donc. Elles sont dans la salle de la cafétéria et là, elles sont apostrophées par un sénateur UMP du Val d'Oise, Monsieur Hugues Portelli, qui leur dit: vous pouvez nettoyer parce que c'est sale, hein. On peut pas se servir ici. C'est vraiment dégoûtant. Les 2 jeunes femmes qui souhaitaient juste consommer un café en restent bouche bée. Le sénateur hausse le ton. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Nettoyer, vous comprenez ou pas? Et alors là, l'une des 2 attachées parlementaires réplique: c'est vrai que nous sommes noirs et qu'en général les femmes noires sont au Sénat pour faire le ménage, mais nous venons juste nous servir un café. Nous sommes des assistantes parlementaires. J'imagine que le Portelli en question a dû se sentir très très mal après cette altercation. C'est horrible. C'est affreux. Bon, alors bon, il a essayé de se rattraper d'après le Canard enchaîné en disant: vous savez, je ne suis pas raciste, mon beau-frère est anti. Ce qui est toujours... Non, c'est encore pire. C'est encore pire. Peut-être même qu'il a un ami juif. Peut-être même qu'il a un ami juif. Mais je pensais que vous veniez là pour travailler, a dit ce sénateur aux 2 dames en C'est question. un dialogue tellement caricatural qu'on a du mal à le commenter, je dois dire. Moi, je vais faire une plaisanterie aussi raciste que la sienne, et j'espère que Portelli va pas faire sauter le Canard enchaîné. Tiens, on termine par une brève, puisqu'il va y avoir une place Coluche qui normalement devrait être inaugurée bien. Inaugurée, je suis invité. Où Mais ça j'irai pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens que je veux pas voir de la mairie de Paris. C'est du côté du Lion de Belfort dans le 14, Voilà. dans le 1-4. Une place Coluche. Alors Charlie Hebdo écrit: Coluche donne son nom à une place ou même à un collège. Les élèves pourront dire: j'ai fait mes études au collège Coluche, c'est comme ça que j'ai fini au Resto du Cœur. Je vous signale d'ailleurs qu'il y a eu un Ça, c'est joli. préfet. Il y a eu un préfet qui s'est plaint parce qu'il y avait un collège Coluche en disant que c'était pas bien. Et la place Coluche, qui n'a rien à voir avec le collège, hein, c'est 2 choses différentes, sera inaugurée à Paris le 29 octobre au carrefour des rues d'Alésia et Tolbiac. Et qu'est-ce que je te dirais? Par Bertrand Delanoë en présence de la famille et des amis de l'humoriste. Voilà. Oui. Donc vous en serez, Pierre. Mais je suis pas ami des humoristes de la mairie de Paris, moi. Comment j'y vais? C'est sens interdit. Je crois qu'il est temps de s'en aller. Je crois vraiment qu'il est temps de se retrouver demain à 16h30. Bye bye.